Les amis, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Merci de rester fidèle au rendez-vous. Aujourd'hui, Bonjour Paris reçoit quelqu'un que vous connaissez très bien puisqu'il est depuis des années sur votre petit écran. Il a conservé son sourire et sa courtoisie et il reste le numéro 1, la star numéro 1 de la télévision en France. Je suis ravie d'avoir comme invité ce soir Michel Drucker. Et j'ai envie de vous dire une chose, si chaque semaine j'ai ce plaisir de faire des interviews à des stars du cinéma et de la chanson, c'est parce que c'est lui, c'est Michel Drucker qui m'a fait aimer ce métier et c'est lui qui m'a donné envie de le faire. Alors voilà, on reste un petit moment ensemble avec Michel Drucker et on se retrouve tout de suite après. À tout à l'heure. Bonsoir Michel. Bonsoir Nicole. C'est gentil d'avoir dit ce que vous avez dit, que vous avez fait ce métier un peu grâce à moi. Non mais c'est vrai en plus. C'est le cas de tous les jeunes qui m'entourent maintenant sur Gabriel. Il y en a qui ont entre 19 et 24 ans et ils ont regardé la télévision quand ils étaient encore plus jeunes et ils ont voulu faire de la télévision avec moi, donc ça me touche beaucoup. Et ça me fait tout bizarre de jouer votre rôle aujourd'hui, c'est moi qui pose la question. Vous avez toujours dit que votre rêve était de faire un talk show au quotidien comme Studio Gabriel. Oui. Pourquoi vous vous êtes lassé des émissions de variété de 20h30? Non, mais quand on fait ce métier depuis si longtemps, il faut essayer de se renouveler. La difficulté, c'est d'arrêter une émission et de changer de périodicité au moment où l'émission plaît encore. Et j'ai toujours eu, moi, l'angoisse, depuis 1965, à chaque fois que je fais des émissions de télévision, de les arrêter et que les gens les regrettent. Parce que l'inverse est plus dur à vivre. Donc j'ai pas encore, je touche du bois, connu ce moment où on arrête une émission parce que le public l'a arrêté avant vous et vous a zappé avant. Et j'ai toujours voulu faire une émission quotidienne, mais je savais qu'il faudrait 20 ans, minimum. 20 ans, parce que le talk show, c'est la synthèse de tout ce qu'on apprend dans ce métier. On rencontre des écrivains, on rencontre des sportifs, on rencontre des hommes politiques, on rencontre des humoristes, en direct, avec tout ce que ça représente comme stress et comme risque, parce que c'est toujours un risque d'être sans filet. Et le quotidien est la discipline la plus dure de la télévision. Aux États-Unis, en Italie, en Europe, ceux qui font du talk show quotidien, ce sont ceux qui ont déjà beaucoup d'expérience. Mais la difficulté, c'est de tenir le coup physiquement. Car les téléspectateurs du Liban qui nous regardent tous les soirs ne se rendent pas compte. Pour eux, ils sont dans leur fauteuil pendant 35-40 minutes, ça passe normalement et ça donne une très grande impression de facilité. En réalité, pour donner cette impression de facilité au quotidien, il faut des années. Et moi, je voulais au départ faire ça en deuxième partie de soirée, comme Johnny Carson l'a fait aux États-Unis pendant 25 ans. Le problème, c'est qu'à part Canal+, aucune chaîne en France, généraliste, ne peut vous assurer que vous aurez l'antenne à la même heure tous les soirs. En deuxième partie de soirée, je ne parle même pas de la troisième partie de soirée, parce que maintenant en France, il y a 3 parties de soirée. En fait, il y a 4. Il y a l'Access Prime Time, qui va de 18h30 à 20h. Le prime time, 20h, 22h15. Ensuite, la deuxième partie de soirée, c'est-à-dire 22h15, 23h45. Et ensuite, il y a le cercle de minuit ou des émissions comme Taratata, ce qu'on appelle la dernière partie de soirée. Moi, je rêvais d'être à 22h30, 22h45 tous les soirs. Mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que entre la fin du journal télévisé... Oui. Ou enregistré l'après-midi, mais entre la fin du journal télévisé avec la publicité 20h45 et la deuxième partie de soirée, enfin celle qui commence après 22h30, il y a un film ou une fiction ou un match de foot ou une émission de divertissement dont on ne connaît jamais la durée. Quand vous diffusez Laurence d'Arabie, ça dure 3 heures. Lorsque vous diffusez Autant n'emporte le vent, alors ce soir-là, vous n'avez pas l'antenne à 22h15, mais à 23h15. Et ça change tout parce que les gens se lèvent tôt et le public de la France populaire, il ne peut pas veiller si tard. Donc j'ai choisi 19h, 20h. Avec le risque que ça comportait, mais je ne regrette pas parce que je suis sûr que j'ai eu raison. Quand je vois maintenant depuis 4 mois le succès grandissant de Studio Gabriel, je me dis que j'ai eu raison de souffrir en septembre, octobre, novembre, parce que les gens, vous l'avez dit... commencé en boitant, Studio Gabriel. C'est pas ça, c'est que les gens n'arrivaient pas à m'imaginer tous les jours à 19h alors qu'ils m'avaient eu pendant des années à 20h30. C'est pour ça d'ailleurs que très vite j'ai repris en plus des émissions de 20h30 comme Faites la fête qui ont lieu tous les 2 mois. Donc vous pensez que si après plusieurs mois, 3-4 mois, elle a eu ce succès-là, c'est parce que les gens se sont habitués à... Et puis parce que nous on a progressé également, parce que c'est pas du tout le même rythme. Quand on fait une émission à 20h30, une fois par semaine, une fois par mois, 2 fois par mois ou une fois par trimestre, on a la durée, c'est un marathon, on a le temps de s'installer. Le quotidien, c'est un vrai sprint.
il faut être en forme, il faut avoir un rythme très soutenu pendant 35, 40 minutes, 1 heure. Et ce rythme-là, eh bien, il faut au moins 2 ou 3 mois pour le trouver. Philippe Gildas, il a mis beaucoup de temps avant de faire Nulle part ailleurs, qui dure depuis 8 ans. Il a mis 1 saison. Je me souviens que les débuts de Coucou c'est nous de Christophe de Chavannes, Christophe m'a dit j'ai mis 3 ou 4 mois. Parce que tous les jours, vous imaginez, il y a des jours où, et c'est normal, où chacun est fatigué, n'a pas envie. Il faut avoir envie tous les jours. Il faut que le désir soit là tous les jours, 5 jours sur 7. Il faut signaler aussi que tous les jours, sur l'autre chaîne TF1, il y a Coucou présenté par Christophe de Chavannes. Donc, vous voyez, le challenge Drucker de Chavannes. On est face à face pendant une demi-heure. C'est angoisse tous les soirs de vaincre Non, non, parce qu'on n'a pas tout à fait le même public. C'est vrai que Christophe avait un public plus jeune à l'époque de Coucou, et puis ils ont un petit peu évolué, ils ont grandi. Beaucoup sont venus chez nous, parce qu'il a repris très tard. Christophe, il s'est arrêté pendant 8 mois, et nous, on a commencé en septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre, on a mis 4 mois avant de s'installer, et lui n'était pas à l'antenne. Il a repris fin janvier, ce qui est très tard. Ce qui fait que comme il s'est arrêté au mois de juin, pour faire une émission à 20h30, où il y a eu 4 numéros qui s'appellent Tout le Tout Team, finalement, les téléspectateurs fans de Coucou c'est nous ne l'ont pas vu au quotidien entre juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. 7 mois, ce qui est énorme. Et quand il a repris Coucou, nous était déjà installés. Ce qui fait qu'on avait cet avantage-là d'avoir fidélisé, corrigé les erreurs, amélioré l'émission. Michel, on va parler un peu on va reculer un peu en arrière, on va parler un peu de votre enfance. Vous êtes, comme on dit, entre guillemets, un fils de bonne famille, vous avez un père médecin. Oui, je suis un fils d'immigré, je viens des Carpates, moi. Oui. Parce que mes parents étaient roumains. Ils sont venus dans les années 30 en France. Moi, je suis né en Normandie, dans les années 42. Et j'ai eu une enfance à la fois heureuse et malheureuse. Heureuse parce que j'avais une famille qui m'aimait beaucoup, et malheureuse parce que j'avais un vrai problème avec la scolarité. Donc moi, j'ai été un très très mauvais étudiant. Et je ne peux même pas employer le mot d'étudiant, puisque je n'ai pas été à l'université, et j'ai quitté l'école à 17 ans. Donc je suis rentré, moi, dans la vie active très tôt, à 18 ans, je suis rentré à la télé à 20 ans. Et entre le moment où je suis rentré à la télé à 20 ans et le moment où j'ai quitté l'école, il s'est passé 3 ans où j'ai gagné ma vie déjà. Moi, je gagne ma vie de... J'ai fait plein de petites choses. J'étais moniteur d'enfants délinquants sur une plage de Vendée, les Sables d'Olonne. Je me suis occupé d'enfants difficiles. J'étais photographe de plage. Et j'ai été femme de ménage à Orly, où je nettoyais des avions. J'ai fait plein de petits boulots comme ça. Et quand je suis allé au service militaire, j'avais déjà une expérience de la vie. Je suis rentré très très tôt dans la vie active. Moi, mon université, ça a été vraiment la rue et ça a été la télé. Je suis rentré dans les années 64-65 à la télévision, ça fait un peu plus de 30 ans. Et la scolarité que j'ai pas eue, je l'ai eue à la télé, quoi. La télé a été mon université. Et chaque année, j'ai passé des diplômes devant les téléspectateurs. Au fil des années, vous avez toujours gardé votre sourire, votre amabilité, mais c'est une question qu'on se pose souvent. Vous n'êtes pas quelque part, on ne peut pas être quelque part un peu méchant? C'est pas ma nature. J'ai pas beaucoup de colère. De temps en temps, j'ai des tensions, mais en dehors de l'antenne, mais ça c'est normal parce que c'est très stressant. Vous savez, je fais beaucoup de sport, donc je suis quelqu'un d'assez équilibré. Je suis pourtant quelqu'un de très anxieux, de très nerveux, qui doute tout le temps, qui n'est jamais vraiment content de lui-même, et il paraît que cette anxiété, c'est un miracle, ne se voit pas à la télévision. Et c'est vrai que j'ai mis des années, moi, avant d'être vraiment à l'antenne, un peu ce que je suis dans la vie. Il a fallu ce quotidien où là je suis vraiment en liberté complète, où je me laisse aller, où je ris, je suis vraiment en liberté complète, parce que je ne suis plus le monsieur loyal que j'étais avant, c'est un travail plus journalistique, plus prenant aussi. Mais c'est vrai que j'étais comme ça enfant, il faudrait que vous interrogiez ma mère, mais j'aime pas les rapports de force. Je ne sais pas dire non, ce qui est un défaut. C'est pour ça que je serai un très mauvais patron. Et j'ai un contact avec le public qui est un contact qui est sans effort, c'est que les gens m'intéressent. Mais c'est vrai que à une époque, ce n'était pas à la mode. Maintenant, on revient un peu aux institutions, aux principes. Mais j'ai jamais été à la mode. Donc j'ai traversé les modes, je pense, parce que je ne l'étais pas. Il y a eu la mode de la télévision plus agressive, où on posait des questions dérangeantes aux gens. C'est en train de passer, ça. Il y a eu la mode un peu triviale, la mode où il fallait dire des gros mots pour être à la mode. Ça, c'est en train de passer également.
Moi, C'était naturel. Voilà, moi, je je m'imagine pas, moi, interviewer quelqu'un comme vous le faites maintenant et être agressif. Je m'imagine pas ça. La télé, c'est trop violent. On peut, dans la presse écrite, agrafer quelqu'un. Les écrits restent, certes, mais ça s'envole aussi. Et puis, c'est lu par 500, 600, 700 000 personnes au grand maximum. Mais quand vous avez 5, 6, 7, 8 ou 10 millions de gens devant vous, je me vois mal dire à un chanteur votre disque est nul. Oui. Ma façon à moi de sanctionner des artistes ou de tourner le dos à des gens que je n'aime pas, c'est de ne pas les inviter. Mais dans la mesure où je les invite, moi quand je suis invité chez les gens, j'aime bien être bien reçu. Mais bon, je crois que les gens sont habitués à ça depuis des années. Ils savent que les artistes et le public, ils savent que lorsqu'on vient chez moi, c'est pas pour se faire agresser. Mais il y en a qui me l'ont reproché, mais on refait pas sa nature. Hein. Je ne vais pas me forcer pour être à la mode. Ça va, Michel? Ça va, Lio. Enfin, pour l'instant, ça va. Dis, Michel, en passant dans la rue. Dis, Lio, en passant dans la rue. Si tu croises une femme complètement nue. Si je croise une femme complètement nue. Sans témoin et dans un coin discret. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Si c'est comme ça, dans ce cas-là, je garde mon sang-froid. Ok, je prends les choses du bon côté. Plein d'émotions, j'ôte mon veston, je le mets sur son dos. Pour qu'elle n'ait pas un rhume de cerveau. Je vais pleurer, tiens. Ça m'étonnerait. Par hasard, tu téléphones chez toi. Par hasard, je téléphone chez moi. Une voix d'homme te dit vous me dérangez. Comment? Une voix d'homme me dit à moi, vous me dérangez? Je veux finir ce que j'ai commencé. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Si c'est comme ça, dans ce cas-là, je garde mon sang-froid. Ok, je prends les choses du bon côté. Comme le tuyau du lavabo est complètement bouché, c'est sûr que ça, c'est la voix du plombier. Oh, c'est sûr. C'est évident, enfin, voyons, c'est le plombier. Si tu trouves ta femme à la maison. Si tu trouves ma femme à la maison. Dans les bras d'un gars que tu connais pas. Non, pas possible. Dans les bras d'un gars que je ne connais pas. Elle te dit, mais c'est mon frère de lait. Ah oui. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Si c'est comme ça, dans ce cas-là, je garde mon sang-froid. Ok, je prends les choses du bon côté. Ma femme dit ça, c'est elle dit ça, c'est que c'est la vérité. Son frère de lait, je l'invite à dîner. Mais je le crois pas. Si, si, absolument. C'est pas beau ça. Si un jour tu n'as plus un radis. Si un jour je n'ai plus un radis. Si tu es fauché comme les blés. Si je suis fauché comme les blés. Si tu dois danser devant le buffet. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Si c'est comme ça, dans ce cas-là, je garde mon sang-froid. Ok, je prends les choses du bon côté. Si je dois danser devant le buffet, toi tu danserais aussi. Ça ferait un numéro comme celui-ci. Je garde mon sang-froid. Ok, je prends les choses du bon côté. Car dans tout ça, il n'y a pas de quoi en faire un plat. Voilà pourquoi sans jamais m'énerver, je prends toujours les choses du bon côté. Oh yeah. Avec cette émission quotidienne qui vous prend beaucoup de temps, vous avez un peu le temps de vivre une vie normale? Finalement, je pensais que cette émission prendrait tout mon temps. Et j'ai beaucoup plus de temps qu'avant.
Il y a une dizaine d'années, je faisais Champs-Élysées tous les samedis, je faisais de la radio, soit à RTL, soit à Europe 1. Quand j'ai fait Star 90, c'était quand même très lourd. Là, bizarrement, j'ai beaucoup plus de temps. Parce que j'ai une petite équipe, toutes des femmes, très compétentes. Il y en a qui ont débuté à 15 ans avec moi, qui sont maintenant mères de famille. Il y a quand même certains qui font partie de votre famille, Il y a également mes beaux-frères qui travaillent avec moi, Françoise Coquet, qui est mon double, qui est ma sœur, on est jumeaux, on est nés le même jour, on travaille ensemble depuis 30 ans. Il y a une petite équipe de 6 personnes, des femmes extrêmement efficaces, en qui j'ai une parfaite confiance. Il y a Eric Barbette, qui est mon assistant, qui est très brillant. Ce sont des jeunes qui ont appris le métier avec moi, comme je l'ai appris moi à leur âge. Je leur fais une confiance absolue. Et bizarrement, depuis que je fais cette émission au quotidien, j'ai plus de temps pour m'entretenir physiquement et mentalement. Parce que je vous le répète, tous les jours, c'est extrêmement dur. Il ne faut pas oublier que Nagui, que Christophe de Chavannes, qu'Antoine Decaune, tous ceux qui font du quotidien, sont des gens qui ont entre 15 et 20 ans de moins que moi. Moi, compte tenu du long parcours qui est déjà le mien, il a fallu que je me prépare physiquement à ce marathon. Donc je fais entre 8 et 10 heures de sport par semaine, ce qui est énorme. Bien sûr, vous avez une salle de gym chez vous, je crois. Oui, et puis je nage maintenant. J'ai découvert un sport que je ne connaissais pas depuis 1 an. Je nage 1 heure par jour, ce qui est beaucoup. Je fais beaucoup de vélo le week-end. Pour le mental, je suis pilote d'hélicoptère. J'ai appris ça. Donc j'ai le temps pour tout, moi. On a toujours le temps pour tout. J'ai vraiment un souhait qui m'est très cher depuis longtemps. Et puisque vous dites que vous avez le temps, j'ai très envie d'aller faire une balade en hélicoptère pour voir ce qu'on peut sentir quand on est là-haut. Mais pourquoi il faut venir avec votre caméra? Comme ça, on le verra dans votre magazine. Bien sûr. Alors, on va essayer de... Très bien. Je vais vous faire le tour de Paris. Vous n'avez jamais fait le tour de Paris, qui est la plus belle ville du monde. Vous allez la voir d'hélicoptère. Je fais ça tous les week-ends. Tous les week-ends, le dimanche, vers midi, sauf si la météo est catastrophique, j'ai toujours des amis qui viennent avec moi et je leur fais le tour de Paris. Je pilote pendant 1 heure, 1 heure et quart tous les week-ends pour ne pas perdre, parce que c'est difficile de piloter un hélicoptère, c'est beaucoup plus difficile que piloter un avion, donc il faut s'entraîner beaucoup. Donc il ne faut pas dire que vous n'avez pas de diplôme, puisque vous avez votre brevet de l'hélicoptère. J'ai mon diplôme d'homme de télévision. Bonjour tout le monde, il l'a promis, il l'a fait, nous sommes là à l'aérodrome, on va voler, on va faire un petit tour en hélicoptère, on va essayer de montrer un peu Paris vu d'en haut. Une région de la région parisienne. Paris c'est un peu brumeux aujourd'hui, mais on va aller au-dessus d'un endroit dont on parle beaucoup dans le monde entier depuis 1 an, on va aller au-dessus de Euro Disney Marne-la-Vallée. D'accord, à tout de suite. Allez, on y va, on décolle. Qui a dit que j'ai peur? Mais pas du tout. Michel Drucker fait ça depuis longtemps, ça fait 5 ans qu'il pilote. Vraiment, c'est une sensation magique de pouvoir voler, de voir tout en petit, toute cette verdure-là. Je le remercierai jamais assez d'avoir fait cette promenade. Et puis on se sent tellement calme, tellement bien. C'est très relaxant. Et ça paraît facile, mais il paraît que c'est très difficile, mais c'est très relaxant. Et on peut s'arrêter n'importe où. Là, nous sommes à 300 mètres d'altitude. On ne peut pas voler plus haut parce que c'est un peu brumeux aujourd'hui. Il faut être très vigilant parce qu'il y a beaucoup d'avions, beaucoup d'hélicoptères. Il y a 5 ans, quand Michel Drucker a commencé à apprendre à piloter l'hélicoptère, tout ça n'existait pas. Aujourd'hui, il y a des TGV, il y a Disneyland, qu'on peut voir là. Ça a l'air simple, mais c'est pas simple du tout. Voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. Oui, merci beaucoup. Alors, toutes les 2-3 semaines, vous pilotez un peu pour ne pas perdre... Une fois par semaine. Une fois par semaine? Pratiquement. Et même quand il pleut? Même quand il fait mauvais, c'est l'avantage de l'hélicoptère. Même quand il fait mauvais, on peut quand même voler très bas. Et puis on s'entraîne au sol. Parce que le plus difficile, c'est la maniabilité au sol, le décollage et l'atterrissage en hélicoptère.
Merci beaucoup. Vous êtes marié depuis longtemps 24 ans. avec Dany Saval. Dites-moi, quelle est la recette pour qu'un couple dure et qu'il vive dans l'entente comme... Dans nos métiers, c'est très rare d'être marié depuis si longtemps, et sans pépin. Là, il vaut mieux être marié avec quelqu'un qui connaît votre métier. Faire notre métier et épouser quelqu'un qui est fonctionnaire, ou qui est enseignante, ou qui est dentiste, ou qui fait un métier qui n'a rien à voir, c'est très compliqué à vivre pour celui ou celle qui ne connaît pas ce métier. Moi, j'ai épousé quelqu'un qui était célèbre avant moi, qui était actrice à 16 ans, qui connaît bien ce métier. Quand on vit avec quelqu'un qui connaît ce métier, elle comprend beaucoup plus de choses que quelqu'un qui ne le connaît pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que épouser quelqu'un qui n'a pas envie d'exister ou qui a déjà connu cette espèce de drogue qui est un petit peu la notoriété. Moi, j'ai épousé quelqu'un qui était une vedette bien avant moi. Ce qui fait que Dany, elle a fait le tour de tout ça. Quand on est marié dans ce métier, si vous êtes marié avec quelqu'un de célèbre, une actrice, une chanteuse, une femme de télévision, je ne sais pas s'il y a de la place pour deux, pour réussir à la fois chacun de son côté, professionnellement, et réussir sa vie personnelle. C'est extrêmement difficile. Moi, j'ai la chance d'avoir épousé quelqu'un qui a été une actrice célèbre, et quand je l'ai rencontrée, on avait 30 ans tous les deux, c'est pas ça, c'est qu'elle avait déjà décidé d'abandonner ce métier. J'ai eu beaucoup de chance. Et j'ai quelqu'un qui s'occupe beaucoup de son foyer, qui a beaucoup investi dans la protection animale, qui s'occupe des animaux, et sa vie n'interfère pas du tout avec la mienne. Elle me laisse faire mon métier, et elle sait dans quel état je rentre après une émission, parce qu'elle sait ce que c'est. Ça, c'est le secret. Le deuxième secret, c'est qu'il vaut mieux avoir envie de partager la même vie. J'aime pas sortir, elle non plus. J'aime pas beaucoup manger, elle non plus. J'aime pas les dîners avec 50 personnes, elle non plus. Vous avez beaucoup de points en commun. Voilà, exactement. J'aime pas le désordre, elle non plus. Elle aime le sport comme vous? Non, ça c'est la seule chose. Mais elle me laisse faire. Elle a une passion pour les animaux, moi aussi. J'avais déjà des animaux quand je l'ai rencontré. Ça fait beaucoup de choses. Et puis surtout, vous savez, quand on est marié depuis 20 ans, 25 ans, ça devient un vrai duo. C'est un attelage. La durée dans un couple, c'est aussi, c'est un peu la chanson de Brel, hein, des vieux amants. C'est-à-dire que on ne peut pas réussir son couple si on n'a pas intégré la durée. Et moi, je suis quelqu'un qui aime la durée. Ma carrière le prouve. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime les modes, je l'ai dit. Moi, j'ai toujours voulu faire une carrière très longue. C'est ça qui m'intéresse. Les carrières qui m'impressionnent le plus au cinéma, c'est celle de Belmondo, c'est celle de Delon. Dans la chanson, c'est celle de Sardou, c'est celle de Johnny. Des carrières qui durent. Et comme j'aime les choses qui durent, j'ai mis un point d'honneur à faire que mon couple dure. C'est un challenge. Mais c'est pas simple tout le temps. Hein. Bien sûr. Je veux dire que c'est fait aussi de concessions et de compréhension mutuelle. Mais enfin, je touche du bois. Je crois que le plus dur est fait. Vous allez fêter donc bientôt les noces oui, j'ai connu Dany en 72. Ça fait donc 23 ans, donc il y a encore 2 ans, il faut 23, faire une fête ça 24 ans l'année prochaine. Voilà. Mais puis aussi, attention, je suis un papa à qui on a livré une petite fille toute faite. Qui est la décoratrice, qui fait le décor. C'est Stéphanie Jarre, qui est la demi-sœur de Jean-Michel Jarre. Je l'ai connue, elle avait 4 ans, elle en a 29, elle en a 28. Ce qui fait que moi, j'ai passé du célibat et de l'indépendance totale à 30 ans, et je suis arrivé et j'ai épousé une famille. J'ai pas seulement épousé maman, mais j'ai eu la petite fille, j'ai eu les animaux. Je me suis retrouvé directement protégé par une famille car je crois qu'on n'a pas trouvé, qu'on le veuille ou non, d'autres solutions que le duo ou que la vie de famille pour son équilibre. Il n'y a pas que des avantages au mariage et à la vie de famille. De temps en temps, c'est peut-être pesant. On n'a pas trouvé mieux. Je pense qu'on n'a pas trouvé mieux. Là, vous êtes sur le plateau du Studio Gabriel. Si certains d'entre vous viennent nous voir à Paris, vous êtes avenue Gabriel, c'est-à-dire à 50 mètres de la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées, entre la Concorde et l'Élysée, les jardins de l'Élysée. Dans ce Studio Gabriel, vous avez vu beaucoup d'émissions que les Libanais connaissent bien, Champs-Élysées, etc. Et nos émissions quotidiennes sont faites là. Et ce plateau, c'est un plateau qui est très important parce qu'il y a sur ce plateau des émissions que vous connaissez bien, qui ont lieu en direct,
ou enregistrés. C'est le cas de La Marche du siècle de Jean-Marie Cavada. Depuis 4 ans. C'est le cas également de Faut pas rêver de Sylvain Augier, qui passe après à la salle vendredi soir. Et c'est sur ce plateau que nous faisons maintenant tous les 2 mois l'émission Faites la fête le samedi soir. C'est une nouvelle émission de divertissement sur France 2, en plus du studio Gabriel. Donc c'est un studio magique. Oui, c'est un réel plaisir en tout cas de vous poser les questions ici. En tout cas pour moi. Là, vous êtes assise à la place de l'invité. Voilà. Ce soir, Jean Reno. Voilà. Je voulais vous demander, vous êtes parti au Liban il y a quelques années. En quelle année exactement? Et racontez-moi un peu vos souvenirs. Vous êtes allé, je crois, pour le lancement d'un logo? Oui, c'était à l'époque où je faisais Champs-Élysées. Et je ne suis pas retourné depuis. Et je suis resté 3 jours là-bas, au pas de course. 3 jours? Vous n'êtes pas resté longtemps? Non, malheureusement. Et j'avais vu des choses, des gens charmants, et j'avais été surtout extrêmement étonné de la fidélité des Libanais. Et j'ai rencontré beaucoup de téléspectateurs à Beyrouth qui connaissaient tout de mes émissions, mais tout de ma carrière. Ça m'avait beaucoup touché. Et beaucoup d'artistes de la génération d'Aznavour, de Beko, me parlent beaucoup du Liban et des souvenirs qu'ils ont quand ils allaient chanter au Casino de Beyrouth à l'époque où le Liban était paisible, si j'ose dire. Il n'y avait pas eu tous ces drames. Mais je sais maintenant que l'avenir est porteur d'espoir, et je sais que de plus en plus des artistes parlent du Liban comme leurs prédécesseurs en parlaient il y a 25 ans. Et ça, c'est bien. Et moi, mon souhait, c'est un jour de faire une émission là-bas ou de réaliser un portrait d'un acteur ou d'un chanteur là-bas, parce que les décors naturels sont exceptionnels. Mais je m'adresse à tous les téléspectateurs libanais. Moi, ce qui me touche, c'est leur fidélité. Je reçois beaucoup de courriers. Avec le satellite TV5, nos émissions vont maintenant dans une partie du monde. Mais c'est vrai que l'explosion de la télévision, elle a eu lieu également dans le ciel du Liban. Je crois que vous recevez maintenant une vingtaine de chaînes. Et quand je suis venu au Liban, il y a maintenant une petite dizaine d'années, il y avait presque 10 ans, il n'y avait pas les 6 chaînes actuelles, il n'y avait pas le satellite, il n'y avait pas tout ça. Ce qui fait que moi, je suis venu au début, où il y avait comme des négociations qui commençaient pour élargir le paysage audiovisuel du Liban. Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir? Où vous êtes allé manger, où vous avez dormi, les gens que vous avez rencontrés? Le souvenir à l'aéroport? Oui, mais quand je suis arrivé à l'aéroport, j'ai vu beaucoup de militaires. Le souvenir que j'ai, c'est que jamais j'aurais imaginé la dureté des conflits qui avaient eu lieu au Liban. Comme toujours, quand on voit ça défiler sur les écrans de la télévision, journal de 20h en France, on finit par banaliser. Mais quand on est sur place, là, je me suis rendu compte de ce qui s'était passé là-bas et du sang-froid des Libanais et du peuple de Beyrouth, le sang-froid dont ils ont fait preuve pendant tant d'années. Et c'est vrai que moi, j'étais un petit peu tétanisé quand je voyais tous ces impacts de balles, quand je voyais toute cette ville qui avait été laminée par les bombardements. L'aéroport, déjà, il y avait toutes les stigmates de tous les conflits violents. Et quand j'ai rencontré les Libanais, le contraste, c'était le côté paisible, la philosophie qui fait que pendant des années, les spectateurs de nos émissions étaient parfois interrompus pendant leur soirée télévisée par un bombardement. Ils descendaient et quelques heures après, la vie reprenait son cours. C'est-à-dire, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est de voir que pendant toutes ces années de conflits très graves et de toutes ces années d'angoisse, le peuple de Beyrouth, parce que c'est surtout à Beyrouth que j'ai séjourné, a continué à vivre, a continué à s'amuser, a continué à aller chez les uns, chez les autres. Et j'ai découvert la vie souterraine, que je ne connaissais pas du tout. Vous êtes descendu dans les... Oui, j'ai vu que finalement, chacun s'était organisé pendant des années. On vit, bon, il y a d'autres, sans doute, pays qui ont connu ce genre de tension. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, et c'est là où j'ai mesuré un peu l'équilibre qu'il faut avoir pour traverser ces périodes de l'histoire et en sortir intact. C'est-à-dire, il y a eu évidemment toutes ces victimes, mais il y a eu ceux qui ont continué, qui n'ont pas... Ce qui m'a beaucoup touché, c'est qu'on a dit que beaucoup de Libanais, à l'époque, au plus fort de la guerre au Liban, avaient quitté le Liban. Beaucoup de familles étaient venues un peu partout dans le monde, mais il y a ceux qui n'ont jamais quitté le Liban, qui sont restés. Et j'ai beaucoup parlé avec ces gens-là, et ils étaient tellement attachés à Beyrouth qu'ils auraient pu, et certains auraient pu aussi partir, sont restés. Alors ils s'étaient organisés, je me souviens, j'avais dîné chez des gens charmants, qui m'a fait visiter un petit peu tout ça. Et il y avait dans l'appartement un énorme trou
à la place de la salle de bain, il y avait un obus qui était tombé quelques mois avant, mais Il vivait avec, c'est on tout. a continué à vivre calmement. C'est fini, ça y est, la vie peut reprendre son cours jusqu'à la prochaine angoisse ou la prochaine alerte. Et ça, j'ai trouvé que ce peuple avait un équilibre et un sang-froid à toute épreuve. J'ai pris une grande leçon de calme. En tout cas, Michel, vous êtes parti il y a 10 ans quand ça n'allait pas très bien. Oui, maintenant ça va Et mieux. vous n'avez pas pu visiter tous les beaux endroits. Il n'y a pas de raison pour que cette fois-ci, vous allez revoir le Liban, Bien sûr, faire peut-être un spécial Studio Gabriel. On peut peut-être Pourquoi pas. organiser ça. pourquoi pas. Et puis à ce moment-là, vous resterez un peu plus, on vous fera Oui. découvrir... Ah bah si on vient faire le Gabriel, il faudra qu'on reste plusieurs jours, au moins 2 ou 3 oui, jours. 2 ou 3 jours, Oui. 5-6 Qu'on jours, fasse pour qu'on ait plusieurs le temps de émissions. tout voir. Qu'on fasse Oui. plusieurs émissions, parce que quand l'émission dure 35 minutes, si on veut tout voir, il faut passer une semaine. Mais vraiment, sincèrement, Je vais- ce sera un je vais y très réfléchir. beau cadeau pour nous. Très vraiment. bien. On présentera ça ensemble. Tu as bu d'un trait, 2 finalo, 3 whisky. Et puis après, quelques portos avec Gigi. Derrière la caméra, tu le voyais tout petit. Oh, quelle nuit! Je me souviens d'avoir dansé le cha-cha-cha avec une fille qui ressemblait à Madonna. Tout en pleurant, je lui ai confié ma vie. Oh, quelle nuit! Tout ça est arrivé parce qu'on lui a raconté qu'on t'avait vu avec une jolie femme. Elle a voulu se venger et elle n'est pas rentrée. Alors je l'ai cherchée, voilà le drap. Au petit jour, tu es rentré, car Elle m'attendait sur le palier en pyjama. quand elle t'a vu, elle t'a tendu les bras. Oh, quelle nuit! Depuis, tu lui as prouvé que cette femme n'était tout simplement qu'une des secrétaires. Et elle m'a avoué que pour me faire marcher, elle dînait ce soir-là avec sa mère. Pendant 2 jours, toi tu t'es mis à l'eau de Vichy, ça va fort. Mais en une nuit, j'ai découvert et j'ai compris. Quel seul est ton indispensable amour? Oh, pour la vie. Oh, pour la vie. Oh, mais quelle nuit! On va parler maintenant de la télé. Parce qu'en ce moment, à la télé, elle a beaucoup changé la tête de la télé de vos débuts. Parce qu'on parle que d'audimat. Depuis que Dans le monde ça- entier. Maintenant, Mais ça va se calmer. parce qu'on ne pense plus à faire une émission intéressante maintenant. Ce qu'on veut faire, c'est une émission qui plaît. Oui, mais c'est ça, l'évolution de la télé, c'est ça. C'est-à-dire que les chaînes commerciales vivent de la publicité, donc il n'est pas question de ne pas faire d'émissions efficaces. Il faut absolument qu'on fasse le plein en publicité, puisque c'est ce qui fait tourner la chaîne, c'est le carburant de la chaîne. Pour ce qui est des chaînes d'État, dont l'actionnaire est l'État, c'est le cas de France Télévisions, le financement par la pub n'est pas négligeable. C'est 45% de publicité sur France 2 et à peu près 30% sur France 3, ce qui fait qu'il faut à la fois faire des émissions dignes du service public, car le service public doit faire des émissions qui se démarquent des chaînes commerciales, qui doit faire absolument la quantité, l'indice de satisfaction, l'élément qualitatif, il doit intervenir plus dans une chaîne de service public, mais il ne faut pas faire non plus des émissions confidentielles, sinon la publicité ne rentre pas. Et la redevance ne suffit pas à financer une chaîne de service public en France, puisque je vous l'ai dit, c'est 65-45. Donc la difficulté, c'est de faire une émission grand public, qui fasse de l'audience, qui ne tire pas vers le bas, qui ne soit pas démagogique. Comment faire une émission qui plaise au plus grand nombre et qui pourrait plaire aussi, et comment faire une émission plus ambitieuse
et qui ne soit pas forcément d'accès facile au premier abord. C'est la grande difficulté, surtout en access prime time. Quand vous êtes avant le journal de 20h, vous êtes obligé de faire une émission populaire. Et moi, je pense qu'on peut faire une émission digne et populaire. On peut faire les deux. On a toujours essayé, à notre niveau, dans mes émissions depuis 25 ans, de faire des émissions populaires, mais qui ne soient pas trop démagogiques et qu'on ne lâche pas trop de l'Est et qu'on ne laisse pas l'audimat nous envahir. C'est toute la difficulté, mais c'est un challenge intéressant. Vous pensez qu'il y a encore des présentateurs qui peuvent faire des carrières de 20 ans? Longues, non. Non. Non, c'est plus possible parce que ce qu'on leur demande, c'est de réussir vite. Donc on leur demande de faire des émissions très très efficaces et d'être à la mode. Et il n'y a rien qui se démode le plus que la mode. Pour durer, il ne faut pas être à la mode. Johnny n'a jamais été à la mode. Sardou n'a jamais été à la mode. Trenet n'a jamais été à la mode. Belmondo n'a pas été à la mode. Delon n'a pas été à la mode. Gabin n'était pas à la mode. Pour faire une carrière longue, il faut s'adapter, évoluer, mais jamais trahir sa véritable identité pour faire jeune, pour essayer de séduire un autre public. Le public, il sait très bien qui est qui. Et c'est vrai qu'être à la mode, c'est courir le risque de faire des émissions qui marchent bien pendant 3 ans, 4 ans, et puis vous avez séduit un auditoire qui avait entre 15 et 17 ans, et un jour cet auditoire a 19 ans, et il vous zappe, il passe à autre chose. Donc ce qu'on demande à la nouvelle génération, à De Chavannes, à Nagui, à Delarue, à Arthur, c'est d'être à la mode. Et être à la mode, c'est extrêmement dangereux. Moi, si j'avais été à la mode, je serais plus là depuis longtemps, il ne faut jamais être à la mode. Tant pis, il y a des moments où il y a des gens, il y a la nouveauté. Donc votre public va voir un peu ce qui se passe ailleurs, mais l'important c'est qu'ils reviennent. Si aujourd'hui on commence en n'étant pas à la mode, on risque de ne pas réussir aussi à ce point de vue. Non, il faut avoir son identité, il faut être soi-même, il faut essayer il faut être resté. Et quand je dis à la mode, c'est pareil pour les émissions. Toutes les émissions qui sont passées depuis 10 ans en France, depuis surtout 5 ans, depuis l'arrivée il y a quelques années des chaînes commerciales, il y a eu le reality show, où on dévoilait sa vie privée en direct pour faire de l'audience. Ça a disparu pratiquement. Il y a eu des émissions où il fallait employer un langage de charretier, la grossièreté, voire la vulgarité pour agresser les gens, etc., pour déstabiliser un invité. Ça a eu du succès pendant 2 ans. Il y a eu des émissions avec des femmes autour de la table et on parlait faux-frou. Bon. Ça a duré 2 ans. Ça va très vite. Il y a eu l'émission Coucou c'est nous pendant 2 ans où toute la jeunesse se retrouvait là. Et puis la jeunesse qui regardait cette émission, elle a maintenant 2 ans de plus. Donc c'est très difficile, mais on ne peut pas faire une carrière en suivant les modes. C'est pareil au cinéma. Tous les top modèles que vous voyez maintenant, qui sont les vedettes des séries pour adolescents d'après-midi, ne feront jamais de carrière d'actrice au cinéma très longue, elles ne feront jamais de théâtre. Et tout ça, ça va passer. Donc moi, si j'avais un conseil à donner à un jeune, c'est apprendre son métier en espérant que ces émissions marcheront, mais qu'elles ne seront pas balayées par une mode. Mais c'est très difficile, mais c'est pareil pour les chanteurs. Oui, quel est l'acteur qui va faire le dernier acteur qui fait une carrière très longue, c'est Depardieu, qui est l'héritier de Belmondo et de Gabin. Mais quel est le chanteur? Ce sont vos acteurs et chanteurs préférés, Belmondo, Gabin, quels sont les chanteurs qui vont faire une carrière maintenant? Je crois que maintenant, le dernier, c'est Bruel. Avant, il y a eu Cabrel, Souchon, Woolsey, Goldman, qui sont là depuis 15 ans, 20 ans, et qui sont encore relativement jeunes. Mais ce sont les derniers. Maintenant, c'est très difficile de faire une carrière longue. Une dernière question. On va parler un peu de Virginie et Laurent, qui sont là d'habitude. Oui. J'avais envie de les voir, mais bon, en ce moment, ils sont en vacances pendant quelques jours. Ah, en vacances. Dites-moi, ils vous mettent quelquefois mal à l'aise en étant direct, de temps en temps, ils poussent le bouchon très loin. Donc, le jeu, c'est ça. Le jeu à 3, c'est de savoir comment on va déstabiliser. Avant l'émission? Non, en tout cas, j'ai les grandes lignes, mais entre avoir les grandes lignes et la réaction du public et être en direct, c'est très différent. Moi, j'aime bien, ils ont un humour que j'aime bien. Ils arrivent à être grossiers, entre guillemets, sans être vulgaires, ce qui est rarissime. Ils me rappellent beaucoup Thierry Leluron, quoi. Une espèce de facilité de distinction et tout passe. Mais eux, ils n'ont pas, contrairement au Bébé de Show, au Guignol de l'Info, ils n'ont pas de masque, de marionnette, ils sont un visage découvert. C'est très fort ce qu'ils font, c'est très très dur. Et je suis très fier d'avoir fait en sorte qu'ils deviennent des vedettes car ils le méritent. Les actualités, Laurent Gerbier, Virginie Lemoine.